D'habitude, quand on regarde le plan détaillé d'un architecte ou je sais pas, qu'on se balade dans un jeu vidéo en monde ouvert de dernière génération, on s'attend toujours à une sorte de magie visuelle. Ouais, c'est clair, on veut en prendre plein les yeux. Voilà, on voit des structures immenses, des horizons infinis, des perspectives qui fuient au loin. Et on se dit, bah c'est de l'art, c'est du dessin pur, quoi. On admire le résultat sans trop se poser de questions sur la charpente invisible derrière tout ça. En fait, c'est exactement l'effet que recherchent les concepteurs, l'immédiateté visuelle. Notre œil capte des formes, des angles, des distances, et notre cerveau gobe tout ça comme si c'était une réalité tangible, alors qu'au fond, physiquement, il n'y a que du vide et des concepts mathématiques. Carrément du vide. Mais justement, quand on soulève un peu le capot de cette géométrie, toute la magie visuelle au sens strict du terme, bah, elle disparaît. Et ça laisse place à un langage beaucoup plus profond. Derrière chaque mur de bâtiment ou chaque rayon de lumière dans un moteur 3D, il n'y a pas de pinceau, il y a de l'algèbre. De l'algèbre pure et dure, ouais. Et c'est notre mission aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre but, ça va être de décoder ce langage caché. Pour ça, on s'appuie sur des notes de cours de maths hyper denses mais vraiment fascinantes. Ça s'intitule Résumé de cours, équation droite et ça nous vient de Senagimat. Un document très rigoureux, oui. Et je précise que l'idée ici, c'est pas du tout de réviser bêtement des formules pour un contrôle, hein. Ah non, pas du tout. On veut comprendre comment on transforme cette soupe algébrique en une vraie cartographie de l'espace. En gros, comment une simple petite équation avec deux nombres peut littéralement dicter notre réalité physique et visuelle. Et pour ceux qui s'intéressent à la modélisation, c'est un point de départ génial. Ce que montrent ces sources, c'est comment traduire un espace géométrique infini en un petit paquet de règles logiques. C'est le pont direct entre la géométrie d'Euclide, qui est très visuelle, et l'algèbre de Descartes, qui est purement analytique. Bon, alors commençons par le début, par cette fameuse transition. Les notes attaquent direct avec l'équation cartésienne de la droite. On tombe sur des trucs du genre 4x plus 2y 8 égale 0. Ah oui, la fameuse, hein. Voilà. Alors pour des gens qui ont l'habitude des bases de données, ça a un certain charme. C'est un état d'équilibre parfait. Tout est ramené à zéro. Si un point a des coordonnées x et y qui respectent ça, paf, il est sur la droite. Mais en pratique, pour tracer ou programmer, c'est illisible, non. Complètement illisible. C'est statique en fait. L'équation cartésienne, c'est juste un test d'appartenance. C'est comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Tu respectes la condition, tu entres, mais ça te dit pas comment construire la boîte de nuit. Ouais, ça donne pas le mode d'emploi. Exactement. Et c'est pour ça que le document montre tout de suite l'astuce algébrique qui change tout. On va isoler la lettre Y. On prend ce gros bloc, 4x plus 2y moins 8 égale 0, on balance des termes de l'autre côté, on divise et boum, on tombe sur l'équation réduite. Ici, ça donne y égale moins 2x plus 4. Et là, philosophiquement, tout bascule. On passe d'une règle de videur à une vraie machine, c'est ça. C'est ça. C'est une fonction d'entrée-sortie. Ouais, un algorithme de base, quoi. Tu lui donnes un x, la machine le multiplie par moins 2, elle ajoute 4 et hop, elle te recrache la hauteur y. Et là, on touche vraiment à l'ADN de la droite, avec cette forme presque sacrée y égale ax plus b. La forme sacrée, oui. Et chaque lettre a un rôle crucial pour n'importe quelle droite, qui n'est pas verticale. Le coefficient A, qu'on appelle le coefficient directeur, c'est lui qui contient toute la dynamique, l'inclinaison. Et le B, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ancrage spatial. L'ancrage, ouais. Tiens, pour que notre audience visualise bien le truc, on peut utiliser une analogie toute bête. Imagine qu'on construit un funiculaire ou une voie ferrée en montagne. Le fameux B, l'ordonnée à l'origine, bah, c'est le camp de base. D'accord, le point de départ sur la falaise, en gros. Voilà, c'est l'altitude de départ sur l'axe vertical, avant même de faire le moindre mètre en avant. Et le A, le coefficient directeur, c'est la boussole, ou plutôt le niveau de difficulté de la rando. Si le A est super élevé, bah la pente est hyper raide, tu craches tes poumons. Et si le A est négatif, comme dans notre exemple avec le moins 2, bah tu es en descente, tu te laisses glisser. C'est exactement ça. Et c'est ce petit combo, ce camp de base plus l'inclinaison, qui permet au moteur physique de, je sais pas, Mario ou Zelda, de calculer si ton personnage glisse sur la falaise ou s'il arrive à grimper. Bah oui, parce que la console, elle voit pas de colline verte, elle lit juste un coefficient directeur. Et ce qui est fou avec y égale ax plus b, c'est que c'est déterministe à 100%. Dès que tu as fixé le camp de base et la pente,
Ta ligne est verrouillée dans l'espace pour l'éternité, dans les deux sens. Ce qui m'amène à une vraie question pratique. C'est bien beau l'ADN abstrait, mais on fait comment pour matérialiser ça? Comment on ancre la ligne dans le monde physique à partir de cette formule? Le document de Sénagy est très clair là-dessus. Il prend un exemple concret, tracé la droite, y égale 3x moins 4. Et la méthode est d'une efficacité redoutable. On génère juste 2 points au hasard. On choisit X au pif. Totalement au pif. Disons qu'on prend x égale 1. L'équation mouline, 3 fois 1, 3, moins 4, ça fait moins 1. Ok, donc on a un premier point, le point A, aux coordonnées 1 et moins 1. C'est ça, et on recommence. On prend x égale 0, c'est encore plus simple. L'équation recrache moins 4, donc on a un point B à 0 et moins 4. Tu places A et B sur une feuille quadrillée, tu tires un trait à la règle, et ta droite existe. Fin de l'histoire. Attends, je t'arrête 2 secondes. C'est quand même un truc de dingue quand on y pense. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Je veux dire, juste 2 misérables petits points, ça suffit pour définir une trajectoire infinie à travers tout l'univers spatial. Eh oui, bienvenue dans la géométrie d'Euclide. C'est le postulat de base, par 2 points distincts, il ne passe qu'une et une seule droite. Algébriquement, ça veut dire que l'ordinateur s'en fiche de calculer les milliards de pixels entre les deux. La formule garantit que tout le reste sera parfaitement aligné. C'est une économie de mémoire hallucinante pour les machines. Monumental. Absolument rien de parfaitement droit. Le vent, la gravité, tout courbe les trajectoires. Mais là, dans ce monde abstrait, l'univers de la droite est cadenassé, verrouillé, par 2 coordonnées. C'est pour ça que nos cartes graphiques arrivent à afficher des scènes 3D de fou en temps réel. Elles dessinent pas des vraies courbes, elles calculent juste des millions de petits bouts de droite à partir de leur sommet. C'est la base de la modélisation en polygone, oui. La droite, c'est l'objet qui coûte le moins cher en mémoire vive. Et ce qui est magique, c'est que cette rigidité, elle marche dans l'autre sens aussi. Comment ça? S'il suffit de 2 points pour projeter une ligne vers l'infini, la logique veut que si tu as juste 2 points sur une trajectoire inconnue, tu dois pouvoir deviner l'équation entière. C'est de la rétro-ingénierie mathématique. Ah oui, c'est la section suivante des notes. On passe en mode détective. Au lieu de lire la notice, on observe le terrain pour recréer la formule. Sans assommer ceux qui nous écoutent avec des calculs hyper lourds, regardons la fameuse formule pour retrouver le coefficient directeur, le fameux petit a. Oui, la formule, c'est A égale l'écart des ordonnées divisé par l'écart des abscisses. En gros, on mesure la différence d'altitude entre nos 2 points et on divise ça par la distance qu'on a parcourue à l'horizontale. C'est marrant, ça me fait penser à un truc super quotidien. Calculer ce petit a, c'est exactement la même logique que calculer la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Ah oui, très bonne analogie. Ben oui, la vitesse, c'est la différence de kilomètres parcourus divisée par la différence d'heures sur ta montre, quoi. C'est une pente conceptuelle. Calcul des écarts. Vas-y, je fais le calcul mental. Alors, l'altitude, c'est 5 moins 3, donc ça fait 8. Divisé par l'écart horizontal, qui est -1, -3, donc -4. 8 divisé par -4, ça fait -2. Notre pente A est de -2. Parfait. Et une fois que tu as ta vitesse, donc ton -2, tu as déjà la moitié de ton équation. Tu sais que c'est y égale -2x plus b. Et pour trouver le B, on remonte le temps, on injecte les coordonnées du point A dans ce qu'on a déjà, et bim, l'équation nous avoue que B vaut 3. On a reconstitué tout l'ADN, Y égale -2x plus 3. Voilà, la boucle est bouclée. Mais attention, le cours mentionne aussi les exceptions, les cas où cette belle machinerie se casse les dents. Ouais, les droites bizarres. D'abord, celles qui sont parallèles à l'axe des abscisses, donc les lignes parfaitement horizontales. Pour le coup, c'est paisible et sans effort. Tu as beau avancer à l'horizontale, l'altitude ne change jamais. Donc la pente est de 0. L'équation se résume à une constante, du style y égale 3. Un encéphalogramme plat, quoi. Mais le pire, c'est l'extrême inverse, le mur vertical. La chute libre. Le prof note ça avec une équation du genre x égale 2. Et là, la belle formule en y égale ax plus b, elle est complètement détruite. Elle est détruite parce que géométriquement, c'est un non-sens. Pour calculer la pente, on a dit qu'on divisait le déplacement vertical par le déplacement horizontal. Mais sur un mur strictement vertical. Bah, on se déplace pas du tout à l'horizontale. L'écart est de 0. Et divisé par 0 en maths, Alerte rouge, le monde explose. c'est ça, ça crée une singularité absolue. L'algèbre standard ne sait pas exprimer une pente infinie. En plus, une fonction normale donne un seul résultat y pour un nombre x donné. Là, pour un seul x, on a une infinité de y superposés. C'est pour ça qu'on jette le y égal à la poubelle et qu'on dit juste x égale constante. Bon,
Là, on a bien décortiqué la bestiole, en solo, ses inclinaisons, ses singularités. Mais là où le cours devient vraiment palpitant, c'est quand on met plusieurs droites dans la même arène. C'est une vraie chorégraphie géométrique. Le mimétisme, les collisions, Les interactions, oui. Le document se penche sur deux grands classiques, les droites parallèles et les droites perpendiculaires. commençons par les parallèles. C'est assez instinctif. Deux droites ne se croisent jamais si et seulement si elles ont exactement la même dynamique, donc le même coefficient directeur. Tout à fait. Si tu as une droite avec une pente de -13 et qu'on te demande de créer une parallèle passant par un nouveau point, bah, tu clones le paramètre A. Tu gardes ton -13. C'est un simple copier-coller génétique. Tu dois juste recalculer le nouveau B avec ton nouveau point de passage. Jusque-là, tout va bien, notre cerveau suit la logique sans forcer. Mais alors, la deuxième loi, la loi des droites perpendiculaires. Le cours balance une règle qui semble complètement sortie du chapeau. Pour que deux droites se percutent à 90 degrés, il faut que le produit de leur pente fasse très exactement -1. La fameuse formule m multiplié par m' égale -1. Ouais. Euh, Pardon, mais pourquoi ce chiffre magique de -1? Ça a l'air super arbitraire quand on le lit comme ça, non? La réaction de tout le monde au début. Le document donne des exemples où ça marche mécaniquement. Genre, -2 fois 12, ça fait bien -1. Mais il faut visualiser ce que ça veut dire physiquement. C'est juste une rotation de 90 degrés. D'accord. Donc si je prends ma droite et que je lui fais faire un quart de tour. Voilà, imagine ta pente comme un escalier. Tu avances d'un pas à l'horizontale et tu montes de deux pas à la verticale. Ta pente, c'est 2 sur 1. Si tu tournes tout le système à 90 degrés, les axes s'inversent. Ce qui était ton avancement horizontal devient ta nouvelle élévation et ta hauteur devient ton nouvel avancement. Ah ouais, l'élévation devient l'avancement. Du coup, au lieu d'avoir une pente de 2 sur 1, la fraction se retourne et ça devient 1 sur 2. La proportionnalité est inversée. De tour, ta perpendiculaire va forcément pointer vers le bas, elle va descendre. Une croissance devient une décroissance. Donc on ajoute un signe moins. Voilà pourquoi la pente de 2 devient une pente de -1 demi. Et la beauté du truc, algébriquement, c'est que quand tu multiplies n'importe quelle fraction par son inverse avec un signe moins, les chiffres s'annulent en haut et en bas et il te reste toujours inévitablement -1. Ce petit -1, c'est la signature indélébile de l'angle droit. C'est magnifique de voir comment l'espace se traduit en équations comme ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent à quoi ça sert dans la vraie vie, pensez au ray tracing dans les jeux vidéo ou au cinéma. Pour faire un reflet hyper réaliste sur une flaque d'eau ou un miroir, l'ordinateur tire un rayon lumineux, il trouve le point d'impact, et là, il doit calculer comment la lumière rebondit. Et pour calculer le rebond, il a besoin de la droite normale, la fameuse perpendiculaire à la surface. Exact. Et la carte graphique utilise cette petite loi d'inversion des pentes des milliards de fois par seconde pour orienter la lumière correctement. C'est pas juste de la théorie sur un bout de papier, c'est l'ossature de l'industrie numérique. Et ça nous amène directement à l'épreuve de force finale du document de Sénagie. La dernière page, c'est un cas pratique qui mélange absolument tout ce qu'on vient de voir. C'est l'histoire de la médiatrice d'un segment. Oh oui, le combat de boss final du cours. On a un segment AB et on doit prouver par de purs calculs qu'une droite delta est bien sa médiatrice parfaite. Toutes les techniques des niveaux précédents doivent être invoquées en même temps. C'est un exercice de validation croisée assez génial. Parce qu'une médiatrice, ça doit valider deux conditions strictes. 1, elle doit couper le segment à angle droit. Et 2, elle doit passer exactement par son milieu. Alors, pour l'angle droit, on utilise notre fameuse règle du -1, j'imagine. C'est ça. Le document donne la pente du segment AB, qui est de -3/4, et on regarde la droite delta, sa pente est de 4/3. On fait le crash test, on multiplie -3/4 par 4/3. Les 3 s'annulent, les 4 s'annulent, il reste le signe moins, ça fait -1. Validation réussie, c'est bien perpendiculaire. Première victoire. Ensuite, on doit prouver qu'on tape en plein dans le mille. On calcule les coordonnées du milieu du segment AB, qu'on appelle K. On fait juste la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Le document donne les points A en -1 et 2 et B en 3 et -1. Donc pour les abscisses, -1 plus 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Le milieu K est sur l'abscisse 1. Et pour les ordonnées, 2 plus -1, ça fait 1. Divisé par 2, ça donne 1 demi. Donc K a pour coordonnées 1 et 1 demi. Et là, le clou du spectacle. On balance ce point K dans l'équation de la droite delta pour voir si la machine l'accepte.
L'équation de delta, c'est y égale 4,3x moins 5,6. On rentre l'abscisse 1. Ce qui donne 43 fois 1, donc 43, moins 5,6. On met au même dénominateur. 43, ça fait 86,6. 8 sixièmes moins 5 sixièmes, ça fait 3 sixièmes. Et 3 sixièmes, si on simplifie, ça fait un demi. Le point tombe parfaitement sur la ligne. Démonstration achevée. Le boss est vaincu. Et on le rappelle, cette gymnastique mentale, ça a des applications énormes. C'est la base des diagrammes de Voronoi. Ah oui, le découpage de l'espace. Exactement. Que ce soit en épidémiologie, en robotique ou pour placer des antennes relais, les algorithmes créent des réseaux de médiatrices géants pour délimiter les zones d'influence parfaites. Et tout ça repose sur cette bête petite moyenne des coordonnées et la règle de la pente inverse qu'on vient de voir. C'est fou de se dire qu'une analyse mathématique de base comme ça offre un pouvoir prédictif aussi monstrueux dans le monde réel. Si on récapitule notre voyage, on est parti d'une équation cartésienne un peu opaque, on l'a épurée pour en extraire le jus, la pente et l'origine. Et avec ce simple ADN, on a chorégraphié des parallèles, provoqué des collisions à 90 degrés et trouvé des points d'équilibre parfaits. Et le plus beau, c'est la toute dernière ligne des notes de cours. Le prof a écrit en majuscule « À suivre, système d'équations ». Oh, le teasing pour la suite. Carrément. Jusqu'ici, on a joué avec une droite ou deux droites en duo. Les systèmes d'équations, c'est l'étape au-dessus. C'est l'étude de toiles entières d'informations qui se croisent simultanément, avec des variables à n dimensions. C'est là que ça devient l'outil central de l'intelligence artificielle. Bon, ça promet de sacrer de nœuds au cerveau pour les élèves. Mais tu sais quoi? Avant de se quitter et avant de les laisser plonger dans ces systèmes à n dimensions, j'aimerais lancer une dernière idée un peu provocatrice. Ah, je t'écoute. Depuis le début de cette exploration en profondeur, tout ce qu'on a dit, toutes nos belles règles infaillibles, le fait que des parallèles ne se touchent jamais, ça repose sur une hypothèse qu'on n'a même pas mentionnée. On a supposé qu'on dessinait tout ça sur une feuille de papier parfaitement plate. C'est le cadre rassurant d'Euclide, oui. Mais imaginons pour le monde de demain, ou même pour la réalité de l'univers spatial, que se passe-t-il si on essaye de tracer ces mêmes droites, avec leurs belles équations y égale ax plus b, mais sur une surface intrinsèquement courbe, genre sur un globe terrestre ou carrément à l'échelle du cosmos où la gravité tord l'espace-temps? Oula, on sort de la géométrie classique pour entrer dans la géométrie non euclidienne. Ça bouleverse tout. Bah oui, prends les méridiens sur la Terre. À l'équateur, ils ont tous l'air parfaitement parallèles. Si on suit nos règles d'aujourd'hui, ils ne devraient jamais se rencontrer. Et pourtant, quand tu les suis jusqu'au pôle Nord, ils finissent tous par s'y écraser en un seul point. L'idée même d'une droite qui ne croisera jamais sa parallèle n'est-elle pas, au fond, une brillante illusion qui vole en éclats dès qu'on quitte le confort du tableau noir? C'est une excellente question. L'outil algébrique qu'on a exploré est d'une puissance redoutable, mais dès que le terrain change de forme, les règles du jeu s'effondrent et doivent être réinventées. C'est sur cette perspective un peu vertigineuse qu'on va clore notre analyse. On laisse notre audience méditer là-dessus entre deux calculs de pente. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des sources algébriques.